à l'organisme maintenant de tout faire, de se préparer à ces situations-là. Donc, ensuite, quoi qu'on dise, à un moment ou à un autre, il faut qu'il nous attaque. Il peut être là, mais à un moment ou un autre, il peut se montrer, et c'est en ce moment où il y a un problème. Et quand il y aura cette multiplication suffisante, là, et cela, évidemment, notre organisme va mettre un véritable plan de défense par rapport à ça. Donc, les cellules vont s'organiser suite à cette présence-là. Les cellules de défense vont s'organiser pour faire face à cette situation. Et pendant cela, nous avons ce plan qui est fondé sur deux phénomènes essentiels, ici, l'inflammation et l'immunité. Et l'inflammation, c'est la première étape, parce que l'organisme va mettre en place ce que j'appelle des troupes, ces troupes-là, pour faire face aux envahisseurs. C'est-à-dire, c'est les premières lignes de défense. Sur l'inflammation, les premières lignes et les acteurs, ce sont les cellules macrophagiques, parce que dès lors qu'on parle d'immunité, c'est autre chose. Parce qu'il faut les distinguer. L'étape inflammatoire, c'est l'étape où vous avez les macrophages qui interviennent, comme vous l'avez vu dans le truc précédent, où il y a cet appui de ces macrophages-là pour neutraliser dans un premier temps ces microbes. Mais dès lors qu'on parle d'immunité, on rentre dans une seconde étape qui n'est pas l'immunité innée, mais qui est la partie purement immunologique ici. Alors cette partie immunologique permet, comme je vous dis, développe ce qu'on appelle la notion de mémoire. Cette notion de mémoire, quand elle a lieu, ça veut dire que quelque part, ça permettra à notre organisme de se souvenir du précédent microbe pour pouvoir intervenir. Et donc chaque microbe laisse une signature. Chaque microbe qui intervient a laissé sa signature. Et cette signature, c'est ce qui permet à notre organisme de se rappeler que le microbe, il y a quelques années, était là, parce qu'il a laissé sa signature. Et cette signature aussi, c'est par le biais de la mémoire, des cellules mémoire. Parce que c'est cela. Alors, donc, quoi qu'il advienne, dans ce contact-là qui va s'établir, il y a un dialogue entre les cellules de défense. Ce dialogue, là, c'est un langage et ça passe par les molécules. Et ces molécules-là, c'est ces molécules qui permettent d'informer les autres cellules du danger. C'est des molécules. Donc, il y a un dialogue. Donc, une coopération qui va s'établir. Mais cette coopération n'a lieu que grâce aux molécules qui sont échangées entre les différents acteurs, les différentes cellules du l'organisme. Et dans ce cas, si ce dialogue s'établit, un combat va avoir lieu ou pas. C'est là où on doit savoir, vous devez savoir que si la molécule n'est pas immunogène, parce que toutes les molécules ne sont pas immunogènes, c'est-à-dire, quand on dit qu'une molécule est immuneuse, c'est-à-dire qu'il est capable de déclencher une réponse anticorps. Il faut le savoir. Une molécule est immunogène parce qu'il est capable de déclencher une réponse anticorps. Donc, toutes les molécules ne sont pas immunogènes. Vous voyez? Et donc, c'est important. Il y en a, ça ne déclenchera pas de réponse immunitaire. Il y en a d'autres, ça déclenchera une réponse immunitaire. Et donc, ce combat peut avoir lieu ou ne pas avoir lieu. Et donc, ce combat a lieu, évidemment, il faut que l'organisme fasse face à cette situation-là pour mobiliser ses troupes contre l'envahisseur. Alors, ensuite, il y a cette étude du système immunitaire. On a vu naître d'autres disciplines, parmi lesquelles, vous voyez, ceux qui vont faire l'immunologie, vous avez beaucoup d'orientations. Vous avez ici l'immunochimie, avec les molécules chimiques
et l'étude des structures chimiques dans le cadre où vous avez ces anticorps et toutes les autres molécules, en particulier lors de certains événements qui vont mobiliser le système immunitaire. Ensuite, vous avez l'immunogénétique. Cette immunogénétique-là, depuis quelques années, les recherches utilisent la technique de génie génétique. Cette technique de génie génétique aussi fait face à des pathologies qui se sont installées et dont ça amène un peu la notion de réparation face aux anomalies qui sont constatées dans notre corps, et donc il faut réparer, et la génie génétique va jouer un rôle très important dessus. Ensuite, vous avez l'immunologie cellulaire. Cette immunologie, c'est tout ce que nous allons dire là. Beaucoup d'étudiants s'orientent un peu vers ces deux-là. Souvent, ils s'orientent vers ces deux-là, l'immunogénétique ou bien l'immunologie cellulaire. Et ça, c'est tout ce que nous allons voir là, avec évidemment l'analyse morphologique, surtout sur les lymphocytes, et puis les fonctions effectrices de ces cellules. Les fonctions effectrices, c'est par exemple pour les lymphocytes B, la partie effectrice, c'est les anticorps qui sont peu, c'est-à-dire c'est ceux-là qui vont neutraliser l'intrus. Pour les lymphocytes, par exemple, T cytotoxiques, c'est les lymphocytes T cytotoxiques effectrices. C'est-à-dire que c'est les clones qui vont être produits, ces clones-là qui vont être produits en quantité pour faire face à une infection de la cellule, parce que ici, il faut que l'infection soit une infection intracellulaire. Ce n'est pas une infection extracellulaire. Quand c'est une infection intracellulaire, c'est là où les lymphocytes T cytotoxiques interviennent. Sinon, ils n'interviennent pas en dehors des lymphocytes, en dehors de l'infection intracellulaire. Là aussi, quand il s'agit d'une infection intracellulaire, c'est les cellules NK, natural killer, qui interviennent. Donc, dans les deux cas, soit c'est les lymphocytes T cytotoxiques qui vont intervenir, soit c'est les cellules NK qui ont une fonction macrophagique. Les lymphocytes T qui ont une fonction macrophagique. Les lymphocytes NK qui ont une fonction macrophagique. En dehors de la situation infectieuse, les lymphocytes NK n'interviendront pas. Alors, donc ici, l'immunologie cellulaire met en évidence tous les acteurs du système immunitaire, non seulement tous les acteurs du système, mais étudie aussi les interactions entre les cellules. Et évidemment, c'est pour une grande part, c'est ce que nous allons aussi faire pour la partie d'immunologie en question. Ici, donc, je reviens toujours à sa notion d'intégrité, comme l'objectif. Il faut que vous connaissiez cette notion d'intégrité. Cette notion d'intégrité, c'est ce que je vous ai dit dès le départ, avec comme arrière résultat homéostasie. Dès lors qu'on parle d'intégrité, si notre corps est violé, alors donc il y a une rupture de quelque chose. Et cette rupture de quelque chose amène à la notion d'hémostasie. Ensuite, il faut connaître les notions d'immunité, les éléments du système immunitaire, les différentes réponses. Ensuite, les mécanismes que nous verrons. Et puis, les conséquences d'un dysfonctionnement. Ce dysfonctionnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas, par exemple, du sida, parce que l'exemple du sida sera pris en compte, on voit que si le sida s'installe, c'est parce qu'il y a eu un dysfonctionnement du système immunitaire, c'est-à-dire une déficience du système immunitaire.
il a été défectueux, le système a été défectueux, n'a pas pu répondre pour une raison particulière. Ensuite, nous verrons des techniques immunologiques, et là aussi, ces différentes techniques, ce sont des techniques de diagnostic, hein, comme par exemple ce que vous connaissez, puisqu'il est à la mode en ce moment avec Corona, c'est les tests PCR. Vous voyez, donc là aussi, c'est des tests de diagnostic. Toutes les techniques immunologiques qui sont mises dont on va parler, il y aura ces techniques de diagnostic, hein, qui vont vous dire, oui, vous êtes malade, non, vous n'êtes pas malade. C'est aussi pour le cas du sida. Le sida, les individus sidéens, si vous devez faire un test de sida, hein, vous avez deux techniques. Vous avez la technique ELISA et la technique Western blot. Avant, c'était simplement une technique et ça avait posé des problèmes parce que souvent c'était de faux résultats et on a vu des personnes qui se suicident dès lors qu'on leur dit que vous êtes sidéen. N'oubliez pas, on est en 85. Hein. En 85. En 85, c'est pas comme à l'heure actuelle. En 85, de la même façon que vous avez Covid là, ça a été quelque chose. Hein. On a mis un peu le sida un peu dans les oubliettes, mais on commence à voir, on met l'accent maintenant sur Covid, hein, on a un peu négligé les gens qui ont le truc du sida. Et il semblerait, d'après les résultats qu'on a sortis, qu'il y a d'ailleurs, je crois, si vous regardez les chaînes de télé, il y a le logo sida pour la journée du sida sur les télés. Je n'ai pas prêté attention sur les chaînes nationales, mais il me semble avoir vu le logo. Mais sur les chaînes étrangères, vous avez ce logo-là. Campagne contre le sida. Alors donc en 85, la même stupeur qu'on a aujourd'hui avec Corona, c'est aussi la même chose. Hein? Une personne atteinte de sida, il y en a qui ne le supportent pas, qui n'ont pas supporté, qui se sont suicidés. Ah oui, hein, parce que c'était une maladie à part, et à l'époque, il y avait un problème de fiabilité du test. Avant, c'était un seul test qu'on faisait, c'était le test ELISA, enzymatique. Quand on a vu que ce n'était pas suffisant, alors on a mis un autre test pour confirmer que l'individu est réellement sidéen. Donc il faut le double test, le test ELISA que nous verrons et le test Western blot que nous verrons aussi, puisque c'est des tests associés, confirme ou infirme le sida. Vous voyez, et ça, c'est un problème pendant des années, avant de s'apercevoir qu'il y a eu de faux positifs. Oui, il y a eu de faux positifs et aussi de faux négatifs. Bon, donc, et ça fait quelque chose. Hein. Pendant bien longtemps aussi, on a dit, oui, on a indexé l'Afrique, de la même façon qu'on a indexé la Chine. Oui, mais la Chine, on n'ose pas. Vous comprenez? La Chine, là, ils n'osent pas. Et alors que ça vient là, on parle peu. Oui, même les inspecteurs qui sont allés là-bas, ils n'osent pas conclure. Et il y a des sites dont on est sûr, parce que j'ai eu un reportage, hein, il y a un site où on est persuadé que ça vient de là. C'est un truc minier désaffecté, où on n'était pas allé, et il y avait beaucoup de chauves-souris là. Et quand les ouvriers sont allés pour désinfecter ce site, pour commencer à travailler, je ne sais pas, ils devaient prélever, je ne sais pas si c'est du cuivre ou quoi, mais un métal qui était abandonné depuis des années et qui a été le lieu de vie des chauves-souris. Et quand ils sont allés pour désaffecter le site, il y a tous ces ouvriers, beaucoup sont morts à la suite de ça, et certains étaient contaminés, et ils sont persuadés que ce site
là est interdit aux étrangers. Il y a eu le reportage. Il y a même des Chinois qui n'osent même pas parler, ceux qui arrivent aux environs savent que là, il y a bien eu quelque chose. Mais vous ne pouvez pas, l'équipe de l'OMS n'a pas pu aller là. Ils se sont simplement arrêtés dans les labos où on pense que le virus s'est échappé. Mais pour aller là où ces ouvriers qui sont morts suite à cette situation-là, les Chinois ne les ont pas laissés. Les Chinois à l'heure actuelle, si un Européen arrive en Chine, vous voyez, il est localisé un peu partout. Il rentre dans le supermarché, on sait qu'il est rentré dans le supermarché. Il sort d'une zone, il y a toujours, puisque l'Européen se reconnaît facilement, alors il y a toujours des guetteurs qui sont un peu partout, qui informent les autorités. Tiens, il y a un Européen par ici. Alors il y a tout de suite une voiture qui va à un truc qui est derrière. Il tourne à droite, il rentre dans l'hôtel, Donc les Chinois veulent être partout dans le monde, mais chez eux, ils ne veulent pas les autres. Ils veulent être toujours les jaunes. Ils veulent être toujours les plus petits. Donc quand il y a ça, on le repère. Donc ils veulent contrôler tout le monde. Mais chez les autres, ils ont une liberté. On les laisse occuper. Vous voyez, ils font le commerce, ils font tout. Ils n'avaient pas. Mais chez eux, c'est pas du tout comme ça. Même les commerçants qui vont en Chine, on les place dans les hôtels. Maintenant, il y a des démarcheurs chinois qui viennent vers eux. Si vous avez vos commandes, c'est eux qui vous gèrent. Donc, on vous contrôle. Oui, puisque souvent, ils sont malins. Ils ont fait venir beaucoup de Chinois, par exemple, en France ou ailleurs. Mais ces Chinois sont tellement intelligents que toujours, ils ont l'esprit de retour. Et cet esprit de retour, puisqu'il y en a qui parlent bien français et qui sont retournés en Chine, c'est eux maintenant les interlocuteurs des Européens, des Français, par exemple. Vous comprenez? C'est eux les interlocuteurs. Donc vous, quand vous arrivez, il y a toujours un interlocuteur qui est entre vous et ce que vous venez faire. Donc ça veut dire qu'ils sont souvent cloîtrés dans l'hôtel. Alors maintenant, vous avez fait votre commande, vous venez avec votre chèque de table pour payer et tout. Ça, tout le chèque, vous le payez. Ensuite, on vous garantit qu'on l'a mis dans un conteneur qui va venir en Europe et il arrivera ici dans quelques jours. Hein? Alors, c'est un pays qui s'est très développé avec les conteneurs. Le conteneur qui quitte Chine pour Dakar, les frais de conditionnement sont beaucoup moins chers, 10 fois moins chers que si ce conteneur quittait le Gabon pour venir au Sénégal. Donc, ils ont développé une usine à conteneurs. C'est pour ça que les Chinois vont être très difficiles à concurrencer. Vous voyez, c'est pas pour rien que le monde entier va en Chine, parce que le connaissement, c'est-à-dire tous les frais qui sont liés à ce conteneur, puisque vous avez acheté de la marchandise qui doit venir par exemple au Sénégal, les frais, je vous dis, les frais sont... Vous voyez, la Chine, c'est de l'autre côté du monde. C'est beaucoup moins cher que ce conteneur-là qui arrive au Sénégal. Les frais sont beaucoup moins chers qu'un conteneur qui vient par exemple de France, pour le même volume, ou un conteneur qui vient même d'Afrique, du Gabon. Vous voyez? Donc comment vous pouvez imaginer que d'ici que la Chine ne puisse pas... Non. Et ils ont développé des ports à conteneurs, je ne sais pas, à perte de vue, dans toutes les grandes villes, des ports à conteneurs. C'est pour ça que je dis que les Africains se préparent. Et les Africains ont une intelligence, surtout les Maliens. Les Maliens, dans les écoles, très tôt, ils apprennent le chinois. Chinois. Vous savez, on ne peut pas ignorer un pays de 1,5 milliard d'habitants.
on ne peut pas ignorer un pays d'1,5 milliard d'habitants. Si nos Européens nous disent attention, attention aux Chinois, si vous allez à l'école Louis-le-Grand, au lycée Louis-le-Grand, d'où vient Garrison, qui a fait la vedette ici, qui a tympanisé les gens, qui a roulé les gens dans la farine. Ce lycée Louis-le-Grand, comme on le sait, bon, les gens savent que Senghor vient de là et tout. C'était le premier d'ailleurs, dans ce lieu. Senghor, c'est pas une petite tête, C'est pas comme les petites têtes de nos présidents que vous voyez là à l'heure actuelle, qui ont fait la géologie ou que je sais pas quel temps. Ouais. Oui. Senghor, il a fait ses études ici au lycée Lamine Gueye. Nous, on était, je vous dis, quand vous regardez les notes du président Senghor, 19, 18, 20, 19, 18, 20, sur les matières, ce monsieur, je vous parle de ce monsieur parce qu'il faut aller pour voir ce truc de notes. C'est pas pour rien qu'il est allé au lycée du Grand. Le lycée du Grand, c'est les brillants. Il a excellé dans ce lycée, avec Aimé Césaire. Allez voir. Donc c'est pour vous dire que quelque part, c'est des choses que nous connaissons. Et quand il a instauré ici au Sénégal le concours général, je ne sais pas comme le concours général qu'on fait à l'heure actuelle. Attendez, le concours général, à l'époque du président Senghor, ceux qui réussissaient au concours général sont dans les polytechniques des grandes écoles françaises. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il a créé l'école polytechnique de Thiès, où sortent les ingénieurs. Et ça, c'est des ingénieurs. On n'a plus besoin d'aller faire HEC là-bas. Ici, formés à l'époque, ces ingénieurs-là. Ici, l'école polytechnique de Thiès. Maintenant, je ne sais pas dans quoi ça tourne, cette école polytechnique. Mais à l'époque, c'était les étudiants les plus brillants qui allaient à cette école polytechnique de Thiès. Alors, donc, lycée du Grand, puisqu'ils disent, oui, attention aux Chinois, mais on enseigne le chinois au lycée Louis-le-Grand. Parce que ceux qui vont sortir, ça va être de grosses têtes, ils enseignent le chinois. Pendant ce temps, nous, on nous dit, allez, francophonie. Mais il faut qu'on prenne le devant. On ne peut pas ignorer un pays d'1,6 milliard d'habitants. On ne peut pas l'ignorer. Si nos pays aussi ne se lancent pas dans cette formation-là de ces acteurs qui doivent aller commercer avec les Chinois, c'est vrai, j'ai rencontré à un endroit ici des Sénégalais qui est le lien entre les Chinois qui sont restés ici et les autorités sénégalaises. Je vous assure, je me suis posé des questions, comment il est arrivé à parler chinois. Il le parle comme, je ne sais pas possible. Bon. Je vous dis, parle chinois comme pas possible. Alors, donc, vous voyez, et ça, c'est ce que moi je veux, qu'un pays de cet état, qu'on ne l'ignore pas. Et ce que je vous dis, les Maliens, très tôt, les enfants, si dans la rue, vous pouvez voir de petits enfants qui commencent à vous enlever de petits mots chinois. Si vous prenez l'avion, je l'ai fait, j'ai pris à Algérie, à une période, je vois dans l'avion beaucoup de Maliens. Ma curiosité, je me dis, mais où est-ce que vous allez? Moi, je n'allais pas en France. Bon, je posais la question. Il me dit Chine. Les Maliens, très tôt, ont tué la ligne chinoise pour aller. Mais pendant ce temps, ils ont appris des mots chinois. On ne va pas comme ça. Ils ont appris des mots chinois. C'est ce que je vous dis, les Maliens, très tôt, ils ont dans les établissements, c'est Chine. Et pendant ce temps, les Sénégalais, vous voyez, il y avait de petits commerçants qui, avant que les Chinois n'arrivent ici au Sénégal, il y avait
l'association de je ne sais pas quoi, des commerçants, comment ça s'appelle, qui ont arnaqué les Sénégalais pendant des années, qui sont enrichis sur le dos des Sénégalais. Et bien, quand les Chinois sont arrivés ici, ils ont permis non seulement que les prix de ces produits que les Sénégalais allaient chercher, là, ils ont permis, ces prix ont tellement diminué que vous pouvez avoir quelque chose à combien 500 francs ou tout. Alors qu'à l'époque, ces commerçants-là sucraient sur le dos des Sénégalais. Et en plus, non seulement, ce système, ça ne me plaît pas du tout. Je vous dis tout de suite, ça ne me plaît pas du tout. Pourquoi? Parce que moi, j'aurais préféré qu'on nous crée les usines ici, plutôt que d'aller chercher le produit en Chine. Oui. Moi, je n'aime pas les solutions de facilité. Je préfère qu'on nous crée les usines ici, que les Chinois nous confient les usines ici, qu'on signe des accords avec les Chinois, plutôt que d'aller chercher le produit en Chine. On va faire vivre une main-d'œuvre chinoise. Vous comprenez? Et ça, c'est l'erreur de l'Europe aussi. On va faire vivre une main-d'œuvre alors qu'on aurait pu faire vivre une main-d'œuvre sénégalaise si on crée l'usine. Peut-être qu'à un moment, les Sénégalais, avec ces usines-là, je ne dis pas pacoter, qu'on va chercher en Chine, donc ils vont pouvoir aussi ravitailler l'Afrique de l'Ouest en ces produits-là, au lieu d'aller jusqu'en Chine pour le chercher. Voilà la solution de facilité qui tue encore l'Afrique. Facilité. On va chercher, on fait vivre les autres, et chez nous. Et c'est cette même paresse que vous voyez pour le riz. Pour le riz. La même paresse, on va chercher les riz en Thaïlande. Alors que dans le Nord, on a construit un barrage, le barrage de Diamant, pour faire face à cette situation. Ce barrage de Diamant, il est à 33% de sa capacité. Vous comprenez ce que je dis? 33. Donc l'objectif n'est pas atteint. Il est à 33%, c'est-à-dire qu'au niveau d'utilisation, c'est 33%. Donc on n'a même pas fait la moitié de son utilisation. Et ça a donné une idée à la Mauritanie. Ça a donné une idée à la Mauritanie. C'est-à-dire aussi de l'autre côté de la rive, aussi, on utilise le barrage aussi pour développer un truc agricole, un secteur, là où le Sénégal est défaillant. Bon, mais ça aussi, c'est les autorités qui n'ont pas une politique. Par le riz, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le riz même, j'ai vu une étiquette Birmanie. Là, ce que vous voyez là. Et ce que je dis sur un sac de riz. Voilà, Birmanie. Cette Birmanie que vous entendez, 500 personnes sont mortes depuis le 1er février à cause de la junte. Vous comprenez, donc, Birmanie. Il suffit simplement qu'il y a un petit problème, comme il y a 10 ans, il y a eu un problème de ravitaillement de riz. Il y a 10 ans. Bon, bref. Mais on ne finira pas de parler de nos pays. Mais on aime nos pays. Mais on aime nos pays. Sinon, je ne serais pas là. Vous comprenez? Donc, mais il faut que les gens aient une autre vision dans le développement de nos pays. Hein? Bon, bref. Hein? Alors, donc ici, les tests immunologiques, c'est les tests que vous allez réaliser en laboratoire. Hein? C'est les tests que vous allez réaliser en laboratoire. Ne soyez pas... Moi, j'ai confiance en nos étudiants. Pourquoi? Parce que dans les jurys de master, les jurys de thèse, nos étudiants sont dans des labos extérieurs souvent. Mais on a de bonnes nouvelles de nos étudiants. De bonnes nouvelles. Et quand nos collègues des hôpitaux ou bien de l'Institut Pasteur ou bien d'ailleurs viennent dans les jurys, voilà ce qu'ils nous disent. Ils nous disent que vos étudiants sont très disciplinés. Première chose. Assidus. Et ils ont de la connaissance.
Voilà les deux choses, trois choses. Pourquoi? Parce que quand je dis de la connaissance, ils sont bien formés. Voilà le mot. Allez-y. Ils sont bien formés. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que quand ils tombent dans certains hôpitaux ou dans certaines structures, nos étudiants ont fait, par exemple, de la biostat et autres. Alors quand ils arrivent, il y a des résultats qu'ils ne peuvent pas analyser. Alors, ils ne peuvent pas. Alors ce sont les étudiants qui viennent, qui dépluchent. Qui regardent, c'est ce que je vous dis, qui dépluchent, qui regardent. Et puis après, à la fin, c'est eux qui leur sortent les résultats sur des choses qu'ils ont accumulées pendant bien longtemps. Ils ont travaillé, ils ont eu beaucoup de choses là-bas, mais qui n'ont pas exploité. Et nos étudiants viennent pour déplucher. Et déplucher pour sortir quelque chose qui leur permet de demander des crédits de recherche. Parce qu'il y a bien quelque chose qui ressort de ce travail des étudiants. Donc le mot que je viens de sortir, pour vous dire que nos étudiants sont bien formés. Bien formés parce qu'ils sont de la biologie. Pourquoi ils aiment nos étudiants? Parce que quand ils prennent des étudiants de médecine, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils ont la tête... Alors que nos étudiants, quand ils ont terminé là et qu'ils sont dans les labos, ils ne font que ça. Le matin, ils sont là à 8 heures. Ils sortent généralement, ça je vous dis, il y en a qui sortent à 20 heures. À Pasteur. Parce que je sais de quoi je parle. Et c'est pour ces raisons, c'est les collègues de Pasteur qui me disent que, mais vous savez, il arrive même que certains viennent le dimanche, ici, pour faire leur travail. On leur ouvre. Vous voyez déjà l'image qu'ils font. Donc, nos étudiants ont le temps. C'est pas pour rien qu'à la fin, très rapidement, ils soutiennent. Parce que c'est le temps que vous vous donnez pour ça. Une fois que vous faites, vous passez à autre chose. Et c'est ça qu'on nous donne. Donc c'est pour cette raison que je dis, je ne suis pas inquiet quand je parle de ces trucs ces techniques de diagnostic. Quand ils sont dedans, on leur apprend un peu ces outils-là, tout de suite ils sont dans le bain. Et tout de suite ils sont dans le bain. Et ils n'ont plus besoin d'autres notables dès lors qu'on leur a orienté sur ça. Alors donc ici, retenez bien ces techniques immunologiques qui sont des techniques de diagnostic. Ensuite, pourquoi ce cours? Alors, vous voyez, évidemment, puisque c'est une filière de biologie animale, puisque nous sommes en biologie animale, mais l'immunologie est souvent médicalisée. Chaque fois, c'est l'affaire du médecin, parce que ça touche l'humain. Nous, on n'a pas le droit de toucher l'humain. On n'a pas le droit de prélever le sang humain. Vous comprenez? Mais les médecins, oui. C'est eux. Mais tout ce qui touche à l'humain, c'est le médecin. C'est le corps médical. Mais nous, on n'a pas le droit. On peut travailler, mais on n'a pas le droit de toucher à l'humain. Vous devez le savoir. Ce qui est juste. Donc, non, c'est très médicalisé. Donc c'est pour ça que je vous ai dit. Ensuite, donc c'est la science. Si vous avez la plupart des prix Nobel, je pense, je ne sais pas s'il y a une liste que j'ai indiquée, beaucoup de prix Nobel sont des prix Nobel qui sont rattachés à l'immunologie. Vous voyez, c'est pour vous dire que c'est quelque chose. Et souvent, c'est les anglo-saxons ou depuis quelque temps, japonais. Mais c'est anglo-saxon. Si je dis japonais, je dis une collaboration entre... À l'époque, le Japon, c'est la deuxième puissance économique. C'est un pays qui est soutenu par les Américains. Qui est soutenu par les Américains. C'était la deuxième économie mondiale.
le Japon. On dit souvent d'ailleurs que ils travaillent pour les Américains. Si leur économie s'est développée, tout est assuré par les Américains. Même la sécurité. Même la sécurité. La sécurité du Japon est assurée par les États-Unis. C'est pour ça les débats que j'entends là, la France, oui, hein, la France, allez, dégage. Oh, attendez. Je dis, pourquoi on va acheter des armes si on a quelqu'un qui peut nous protéger? Comme les Japonais, on aura terminé avec les guerres. Ou imaginez, on protège. La deuxième puissance économique, le Japon. Et ce n'est pas le Japon. Taïwan. Tous ces pays d'Asie, c'est l'Amérique. Pourquoi refuse-t-on demain que la France nous protège? On n'a pas à avoir honte. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Après, on va transférer tout ce qu'on achète sur les armes, mais on va le transférer dans l'économie pour développer, dans notre développement. Vous comprenez ce que ça nous coûte? Bon, mais bon, on ne peut pas parler de tout, mais bon. Alors, écoutez, même les armes maintenant, les armes, on les dirige contre la population, on gaze la population. Vous avez vu? Hein, on envoie. Et les lacrymogènes, je vous préviens, les lacrymogènes, on attend d'ici quelques années. Les personnes qui respirent régulièrement ces lacrymogènes vont avoir des problèmes réels parce qu'il y a un gaz qui est dedans, chimique, et très dangereux. Et les plus grands producteurs, c'est Corée du Sud. Tout ça, ça vient de Corée du Sud. On paye pour gazer nos jeunes et tout. Là, bon. Je dis, il faut qu'on trouve autre chose. Le vrai conflit des années qui vont venir, c'est les jeunes qui vont le déclencher. Si on ne s'occupe pas des jeunes, et je continue à le dire, si on ne s'occupe pas des jeunes, tous les pays du monde sont en danger. Ça commence par la France. Vous avez vu, avec le confinement, les jeunes refusent de confiner. Et vous voyez ce que ça va donner. Personne n'y pourra rien. Qu'est-ce que vous allez faire si vous avez 4000 jeunes ou 5000 jeunes sur une place? Parce qu'on dit qu'on leur a privé de leur liberté. Corona a privé de leur liberté. Oui. Si c'est rebelle. Vous voyez les conséquences. Bon. Mais je dis, il faut qu'on s'occupe des jeunes. Si on ne s'occupe pas des jeunes, je dis, tous les pays du monde vont être instables. Et ça, je crois qu'encore, ils n'ont pas l'impression de voir le drame qui va arriver d'ici quelques années. Si on ne s'occupe pas des jeunes. Bon, mais on va voir. On va voir. Alors ici, le système immunitaire participe, comme je dis, à cette homéostasie-là. De la même façon, on verra pour les autres, hein, équilibre acido-basique, équilibre hydro-minéral, même le système immunitaire, comme je vous dis, maintient l'intégrité de l'organisme, donc sur la notion de... Il suffit simplement qu'il y ait un truc, une ouverture là, que l'organisme travaille pour la réparation, donc la cicatrisation. Donc il n'y a pas, notre corps est un bloc fermé. Je dis une petite rupture, notre corps va travailler pour réparer cette brèche. Il va cicatriser. C'est pour vous dire réellement que rien n'est laissé au hasard. Ensuite, nous étudions les techniques immunologiques. Maintenant, je vous avertis. Puisque vous êtes engagé dans la recherche, vous avez de fortes chances que les articles que vous allez lire seront en anglais. Préparez-vous. Préparez-vous.
Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai eu un neveu qui a fait une grande école. En quittant ici, il aimait les maths, physique, tout ce qui est science. Mais l'anglais, ce n'était pas son affaire. Si vous donnez des trucs de chimie, de physique, de mathématiques et tout, 18, 20, 18, 20. Anglais, 4. Voilà. Il ne veut pas entendre parler de langue. Donc, ce 4-là, il sait qu'il va le rattraper avec les notes élevées des autres matières. Voilà le comportement des matheux. Des matheux. Ceux qui font des mathématiques et autres. Vous voyez? Alors, c'est le comportement, c'est général. Quand ils ont dû l'anglais, je ne sais pas. Maintenant, il arrive dans l'école, dans la grande école. C'est pareil. Major de sa promotion. Mais l'anglais pose un problème. Chaque fois qu'on lui donne un truc en anglais, c'est-à-dire, voilà, on leur met un écouteur. Donc ça part en anglais. Alors maintenant, on lui dit, maintenant dites ce qu'il y a dedans. Il est toujours hors sujet. Ah oui, parce que l'oreille, il ne les avait pas habitués au truc anglais. C'est pour ça que je vous préviens. Comment voulez-vous être un ingénieur si vous ne parlez pas anglais? Si on vous prend, on vous envoie ailleurs en Arabie Saoudite. Putain, malgré que vous êtes ingénieur, si vous ne parlez pas anglais, comment ça va être? En Arabie Saoudite, tous ces ingénieurs qui arrivent là, parlent anglais. Si vous allez dans un autre pays, vous êtes ingénieur, vous devez parler anglais. Alors, son papa était obligé de l'envoyer dans certaines périodes en Angleterre, dans les trucs au pair, pour régler ce problème d'anglais. Oui. Et ça lui a joué un tour. Quand il a fait, après la prépa, il a fait ce truc, le niveau devient élevé. Les notes qu'il obtenait dans les autres matières, bon, c'est pas mauvais, mais l'anglais pose toujours problème. Après, il s'efforce, donc il perd beaucoup plus de temps. S'il avait réglé le problème dès le départ ici, il s'était intéressé à l'anglais, il n'aurait pas perdu beaucoup de temps, au contraire, il aurait gagné. Oui, bon. Heureusement, il s'est rattrapé. D'ailleurs, c'est pour ça, l'établissement, en fait, là où il travaille, actuellement, on l'envoie même maintenant en Corée du Sud. Oui, en Corée du Sud, parce qu'il est devenu ingénieur. Mais ce que je vous raconte, c'est pour vous dire, ne négligez pas l'anglais. Pour ceux qui l'ont négligé, préparez-vous que il faut vous y remettre si on vous donne des trucs d'anglais. Les cours d'anglais qu'on va vous faire. Préparez-vous en vous intégrant que l'anglais, vous aurez à confronter vos documents, tous les documents, les 99% seront écrits en anglais. Et que donc, préparez-vous dès à présent. Il y a des cours qui vont vous être distribués. Et puis maintenant, l'autre volet, c'est de faire l'effort maintenant de vous intéresser à cette matière-là, parce que tous les articles, à 90% sont en anglais. Donc préparez-vous. Vous voyez, déjà, pour que vous intégrez cela dans votre tête. Ceux qui ne l'intégreront pas, évidemment, vous aurez des difficultés pour la suite. Pour la suite. Donc attention, et ce que j'ai dit là, il y a des gens qui se sont retrouvés dedans. Vous comprenez? Il y a des gens qui se sont retrouvés dedans. Donc ça n'a pas été une bonne chose. Et que donc, attention, je vous préviens d'ores et déjà que l'anglais sera l'outil de quand vous allez faire de la recherche. Hein? Et plus
Quand vous serez dedans, vous allez vous rendre compte que votre vie va être facilitée. Facilitée. Hein? Vous pouvez voyager, vous pouvez... Mais si vous ne pouvez pas dire un mot, c'est un problème. Hein? Alors, donc, on va vous initier ici. C'est juste pour vous rappeler qu'il y aura des termes scientifiques. Hein? Et puis, tout ça, il y a encore le volet culture générale. Parce qu'il faut lire. La meilleure façon d'avoir de la connaissance, c'est de lire. C'est de lire. C'est de lire. C'est de lire, d'être curieux. Quand vous voyez un article scientifique qui traite d'un sujet particulier et qui cadre un peu avec ce que vous faites, lisez-le. Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire. Et ça, tant que vous lisez, vous capitalisez. Vous capitalisez quelque chose. Donc, vous avez une chance. Internet est à votre disposition. Donc, vous profitez de tout ce qui est mis à votre disposition pour cela. Ensuite, ici, l'organisation du cours. Ce cours, nous parlerons des bases du système immunitaire, les bases de la réponse. Ici, le système immunitaire, il y aura les acteurs du système immunitaire, en particulier les cellules et tout ce qui va suivre. Ici, la réponse, ce sera les interactions entre les différentes cellules. Hein? Et puis, la réponse humorale, la réponse cellulaire, et puis l'immunité anti-infectieuse, c'est-à-dire, c'est ce que je dis, c'est en rapport avec tout ce qui est la réaction au niveau de la pathologie, sida et autres. Il y a aussi les hypersensibilités. On parlera aussi des maladies auto-immunes, c'est-à-dire causées par le dérèglement de certaines de nos cellules qui font que certaines cellules s'attaquent aussi à nos éléments. Nos propres cellules s'attaquent à nous. Et c'est le système auto-immune, vous voyez, suite au dérèglement. Je pense qu'on vous a dit déjà, quand vous étiez en première année, que, vous voyez, ces cellules qui quittent les zones de production, par exemple, toutes les lymphocytes, tous ces éléments cellulaires, qui sont des éléments cellulaires d'attaque, là où ils sortent de leur site de production, il y a toujours un système qui est là. Il y a un système qui est là, qui peut donner différentes catégories de cellules, mais certaines cellules peuvent être dangereuses. Ils sont tués avant de sortir du site de production pour qu'ils n'attaquent pas nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Donc, à partir du site de production, il y a deux catégories de ces cellules-là. Ensuite, c'est ce qu'on appelle les cellules autoréactives qui s'attaquent à nos éléments et déclenchent les maladies auto-immunes. Et il y en a d'autres, pas de problème. Donc, c'est nos cellules pour des personnes en bonne santé. Donc, il y a ces deux catégories de cellules. Si les sites douaniers, parce que dans notre corps aussi, il y a des sites douaniers, c'est-à-dire que vous sortez là, on vous contrôle. Vous sortez là, on vous contrôle. Mais certaines cellules peuvent échapper. Dans la rue, vous voyez aussi. Hein? Donc, ils peuvent s'échapper. Et là, se retrouvent dans l'organisme. Et c'est ça qui vont faire des dégâts. Mais le système peut ne pas être vigilant. Il peut ne pas être vigilant. Alors, s'il n'est pas vigilant à un moment, il laisse passer ces cellules, alors voilà danger. Au départ, il y a une rigueur dans le contrôle. Alors, donc ces cellules autoréactives vont être lâchées, donc ils vont après s'attaquer à nos propres éléments et nous créer des maladies. Alors, dans ce cas-là, de façon globale, Dieu merci, les maladies auto-immunes existent,
sont un peu rares. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y a une formation de master il y a 4 ans qui est faite en faculté de médecine sur les maladies auto-immunes. Vous voyez, depuis que le Sénégal est Sénégal, vous voyez, il y a 4 ans que j'apprends qu'il y a un master qui est fait en faculté de médecine contre les maladies auto-immunes. Alors donc, mais c'est une bonne chose. Hein? Alors, donc là aussi, c'est des dérèglements face à nos éléments de nous. Alors, donc ensuite les techniques immunologiques, c'est ce que je vous ai évoqué. Donc tout ça, c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, c'est un truc anti-infectieux, donc c'est des trucs pathologiques, mais nous verrons aussi dedans les parties concernant les hypersensibilités. Certaines personnes qui réagissent très mal, par exemple au pollen, c'est très développé en France, en Europe. Pendant cette période, on rentre dans le printemps. Alors, vous avez les fleurs qui apparaissent, et ces fleurs qui sont libérées vont, quand il y a le vent, et il y en a qui ne supportent pas cela, et leur organisme réagit violemment face à cette situation. Ils développent une hypersensibilité, c'est-à-dire simplement ils vont produire des IgE, et c'est ces IgE qui vont poser problème, hein, parce qu'ils vont après dégranuler, c'est ce que je vous ai dit, dégranuler, ils vont libérer des molécules qui vont rendre malades les sujets. Ces molécules-là, l'histamine, au niveau pulmonaire, va réduire, vous voyez, la ventilation, qui font que ces personnes vont avoir du rhume, vont avoir ce qu'on appelle les rhumes du foin. Hein, donc ils vont respirer très mal, hein, très mal. Il y en a, c'est tellement violent, ils peuvent s'essouffler. Ils peuvent s'essouffler, hein, c'est tellement violent que voilà. Alors, donc, ensuite, il y en a d'autres d'hypersensibilité que nous verrons par la suite. Alors, ensuite, alors, ici, c'est juste pour vous rappeler un peu comment, au départ, une infection s'installe. C'est-à-dire, ici, vous avez les bactéries qui pénètrent par la peau, donc qui pénètrent par cet épithélium-là, et ils rentrent dedans. En rentrant dedans, son rôle, c'est de se multiplier. Là. Ensuite, il faut faire des dégâts. S'il fait des dégâts, donc, il y a des lésions qui vont avoir lieu, mais son rôle, c'est de se reproduire tout de suite. Et vous regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il va utiliser le réseau lymphatique, puisque c'est au niveau de la peau. Hein? Donc il va utiliser le réseau pour aller au niveau ganglionnaire. On ne va pas mentionner ici, on n'a pas mentionné, mais il va aller au niveau des ganglions. Et ça, le schéma, vous le verrez, hein, on le montrera. C'est-à-dire ici, il va rentrer, vous voyez ce vaisseau lymphatique. Ce vaisseau lymphatique est un vaisseau lymphatique, cette partie est une partie du vaisseau lymphatique afférent. C'est-à-dire c'est par là qu'il rentre dans le ganglion. Mais après, il sort par le vaisseau lymphatique efférent. Vous voyez, une fois que dedans, dans le ganglion, parce qu'en rentrant, il va trouver dans le ganglion des cellules, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Il y a des aires de lymphocytes T dans le ganglion, et il y a aussi des aires de lymphocytes B dans le ganglion. C'est-à-dire, ces aires-là vont produire ces cellules-là. Une fois que l'antigène pénètre dedans, dans le ganglion, puisqu'il rentre par l'aire afférent, en rentrant dans l'aire afférent dans le ganglion, puisqu'il y a des aires T et des aires B, vous verrez que la présence de ces antigènes, parce que c'est les cellules présentatrices d'antigènes, parce qu'il y a des cellules particulières qui sont ici, hein, dans cette partie-là, qu'on n'a pas montré, qu'on appelle les cellules dendritiques. Ces cellules dendritiques, quand ils vont capter l'antigène, ils vont migrer par le lymphatique afférent, ils pénètrent dans le ganglion, et dans le ganglion, puisqu'il est venu avec l'antigène, il va le présenter aux lymphocytes,
T, vous voyez, et les lymphocytes T vont répondre pour donner l'information aux lymphocytes B, vous voyez, pour produire les anticorps. Mais quand ils vont produire des anticorps, puisqu'il a pénétré par le lymphatique afférent, il ressort par le lymphatique efférent. Et quand il sort par le lymphatique efférent, ici, on l'a écourté, on a mis vaisseau sanguin. Mais avant d'arriver au niveau du vaisseau sanguin, ici, il y avait le cœur. Il y a le cœur. Donc, ces anticorps-là vont sortir après du réseau lymphatique. Je vous dirai pas quel biais, parce que quand il y a le schéma, ça va être très clair. Après, ici, quand il quitte le réseau lymphatique, il a une fonction effectrice, puisque c'est la finalité. Oui, l'anticorps, c'est la finalité. Donc, il faut qu'il aille quelque part, s'il est produit. Alors, donc, pour qu'il soit, boum, libéré dans tout le corps, puisque la circulation lymphatique est une circulation lente, vous comprenez? Ce n'est pas le bon endroit pour que l'anticorps reste. Pour que l'anticorps puisse innerver notre corps, il faut qu'il passe par le cœur. Et le cœur, c'est le sang. Et le cœur va aller faire boum, là, pour l'envoyer dans tout le corps, et il reviendra ici. Vous voyez, ici, il reviendra dans la zone d'infection. Vous voyez, c'est pour neutraliser, vous voyez, les bactéries et tout ce qui est à l'origine. Vous avez compris? Mais vous verrez par le schéma l'explique très bien. Je vous garantis que vous ne sortirez pas du coup d'immuno sans ne pas connaître tous ces mécanismes-là que je viens d'évoquer. Vous voyez? Donc, il revient. Mais pour revenir ici, c'est par le biais de la circulation. Donc, il faut qu'il passe par le cœur, parce qu'il y a, je vous dirais, quand il sort du lymphatique efférent, avant de passer par le cœur, il y a encore un petit truc. Hein? Tout dépend de quel côté se trouve l'infection. Donc, c'est le cœur qui va relarguer les anticorps. Boum, c'est la pompe cardiaque. Et cette pompe cardiaque, c'est la circulation sanguine. Donc, il va ramener les anticorps ici dans le site d'infection, le site inflammable, pour neutraliser les antigènes, la bactérie en question. Vous voyez? Donc, ici, les étapes qu'on vous montre, on les a un peu écourtées pour que vous compreniez. Vous voyez un peu, quand la bactérie pénètre, vous voyez, ici, il va être pris en charge, hein, parce qu'il va se multiplier, donc il va être, ça, ce qu'on montre, c'est les cellules dendritiques, donc il va migrer avec, c'est pas tout seul, hein, il va migrer dans les lymphes lymphatiques, production d'anticorps, il rentre par le vaisseau afférent, il sort par le efférent, c'est-à-dire c'est le produit fini qui sort. C'est le produit fini, c'est le produit d'attaque qui sort du ganglion lymphatique par le vaisseau efférent, et donc il va rentrer dans la circulation sanguine au niveau du cœur, et boum, il ressort pour aller dans les sites inflammatoires. Alors, donc, et pour neutraliser, puisque les anticorps sont pris, pour neutraliser la bactérie. Les bactéries dans le site, puisqu'ils se sont multipliés. Alors, donc ici, donc, on vous fait 4 étapes. Pénétration, multiplication, hein, cette action au niveau des lésions qui vont s'en suivre au-dessus, ensuite migration, et puis dissémination. Mais cette dissémination, quand évidemment elle a lieu, c'est cette partie qu'il ne faut pas souhaiter. Vous voyez, il faut trouver tous les moyens pour que la bactérie ne se dissémine pas. Donc c'est là où les anticorps vont intervenir pour neutraliser un peu pour éliminer un peu les bactéries. Alors,
Alors, ici, on vous montre un peu les cellules de notre corps, certaines bactéries qui sont mortelles, en fait, ou certains parasites qui sont mortels. Pour les virus, vous voyez que, pour les autres, vous les voyez, hein, vous voyez que Ebola, hein, vous voyez, chaque chose en son temps. Quel était dans le monde, ça aussi, ça a déclenché une hystérie mondiale. Ebola, une hystérie mondiale. Mais pourquoi ça n'a pas pris la dimension de Corona? Je ne sais pas si je vous l'ai dit, Ebola, quand Ebola s'est installé dans les zones africaines, Barack Obama a envoyé des médecins, des trucs, tout ce qui est du corps médical au Libéria, en Sierra Leone et autres. C'est ce que les Occidentaux n'ont pas fait pour Corona. Chacun fuyait la Chine. C'est pas moi qui invente. Vous l'avez vu. Chacun fuyait pour quitter la Chine. Et en fuyant la Chine, ils ont amené. Alors que, comme Wolof, au lieu de gàttandu ko, hein, il arrive dans les pays. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. C'est pour ces raisons Ebola a été contenu en Afrique. Mais combien de... Il y a eu des médecins américains, chinois, des infirmières, des infirmiers américains, des médecins américains qui sont morts. Des médecins espagnols, infirmiers qui sont morts. Mais l'ampleur que ça a dû prendre vers l'Europe, il n'est pas arrivé en Europe ou aux États-Unis. Ceux qu'on a rapatriés, on les a confinés réellement dans les zones avec un avion médicalisé qui les avait amenés. C'est un avion médicalisé. C'est seulement cet avion. Mais quand on a laissé les militaires français aller chercher les Français, c'est eux qui ont amené Corona en France. Qui ont amené Corona en France parce qu'il fallait rapatrier. C'est pour ça, à un moment, j'ai dit, quand les gens disent Macky Sall a laissé les Sénégalais, je dis c'était ça qu'il fallait faire. C'était ça qu'il fallait faire. L'erreur, c'était de les rapatrier. Vous comprenez? Mais c'était ça qu'il fallait faire. Et moi, j'ai dit c'était la bonne décision. Parce qu'il faut que maintenant, que les gens apprennent à raisonner, qu'on ne voit pas la chose autrement. Mais c'est ça qu'il fallait faire. Et je crois que c'est une sortie, probablement pour l'Afrique, parce que les pays africains, à part le Maroc, d'ailleurs, quand vous regardez, les pays qui ont rapatrié leurs ressortissants, l'Égypte, c'est eux qui ont eu, sur toute l'Afrique, les niveaux les plus élevés de contamination. L'Algérie, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie. Sur toute l'Afrique, c'est eux qui ont, ces pays, ont les niveaux de plus élevés. Et puis ensuite, depuis quelque temps, bon, il y a l'Afrique du Sud. Hein, l'Afrique du Sud, pendant tout le continent, c'est le taux... parce que simplement, aussi, quand les Européens blancs quittent l'Europe, ben, ils ont amené Corona en Afrique du Sud. Parce que les Africains noirs ne bougent pas beaucoup, c'est les Européens blancs qui bougent. Et c'est ceux qui ont amené Corona en Afrique du Sud. Donc, mais les pays dont je cite là, qui ont rapatrié leurs concitoyens, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, ont les taux les plus élevés en dehors de l'Afrique du Sud depuis quelque temps. Donc, c'était la bonne stratégie. La stratégie qu'on n'a pas fait, c'est d'aller trouver ces acteurs, que les Occidentaux devaient aller en Chine pour aider le gouvernement chinois à faire face à ça. Mais tout le monde a fait. Alors, donc, Ebola, donc Barack Obama avait bien fait. Et on a envoyé, et l'Europe aussi a envoyé des médecins, des infirmiers, etc., pour contenir Ebola. Donc vous voyez que
ça nous a évité, il y a eu beaucoup de morts, c'est vrai, au Libéria et en Sierra Leone, mais c'est pas dans les dimensions de Corona, là. Ça n'a rien à voir avec Corona. Oui. Donc, mais, et puis, c'était une pathologie aussi très grave. Très grave. Hein, avec des hémorragies et tout, très grave. Il est même arrivé qu'on a même découvert que même si vous êtes guéri, au niveau des spermatozoïdes, au niveau des organes génitaux, on peut les trouver dans le sperme chez l'homme. Même guéri, on peut le trouver chez l'homme. Donc, c'est un peu le petit comportement du sida. Les gens pensent que quand vous avez une charge virale qui a baissé et que vous commencez à vous porter bien, vous n'êtes pas guéri pour autant. Mais quand on cherche, même si la charge virale est arrivée à un niveau très bas, vous pouvez contaminer toujours. Pourquoi? Parce que dans les spermatozoïdes, dans le liquide séminal, on a constaté un niveau, parce que, puisque c'est dans le sang qu'on mesure la charge virale. On ne l'a pas mesuré au niveau du liquide. Alors, au niveau du liquide séminal, la charge virale est beaucoup plus importante, donc vous pouvez contaminer si vous faites une relation non protégée. Ça aussi, il faut le comprendre. Si la charge virale est à un niveau très bas, très 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 bas, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas contaminer. Au niveau sanguin, très bas, mais au niveau du liquide séminal, la charge virale est importante. Donc si vous faites une relation non protégée, vous contaminez votre partenaire. Mais ça, on n'a pas l'impression d'avoir dit aux gens réellement le danger de cette notion. Oui, la charge virale est très basse. Donc la personne commence à se sentir bien. Oui, parce que les cellules, le virus, ne se reproduit pas. Hein, ne se reproduit pas. Sa reproduction a été bloquée parce que simplement les médicaments qu'on vous donne protègent les cellules. C'est comme il y a une forme de résistance et que le virus ne peut pas pénétrer les cellules saines. Parce que s'il pénètre les cellules saines, c'est en ce moment qu'il prend l'ADN pour se reproduire davantage. Alors quand les cellules saines sont protégées, donc le virus ne peut plus infecter ces cellules pour continuer la vie. C'est ce qui entraîne la diminution importante de la charge virale. Vous voyez? Et si cette charge virale, l'individu se porte bien. Mais on découvre que dans le temps, et c'est ce qui arrive, hein, tous les virus, etc., qu'on le veuille ou non, chaque année, le virus va muter. Et on est obligé de reprogrammer comme le virus de la grippe. Chaque année, il y a un autre truc de vaccin qu'on présente contre la grippe. Chaque année, à cause de la mutation. Ici, ça va se passer pareil. Avec Corona, c'est pas terminé. Donc, ça va se présenter pareil. Donc, il y aura mutation. Et qui dit mutation, d'ailleurs, vous voyez, ça a lieu. Alors, donc, il y aura chaque année un nouveau variant. Et ce nouveau variant, il faut faire encore un nouveau vaccin. Et chaque année, comme la grippe, on fera aussi la même chose. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, ce n'est pas encore terminé. Vous voyez? Maintenant, si on vaccine toute la planète, je veux dire, si on vaccine toute la planète, comme on l'a fait dans le cas de la variole, parce que la variole était simplement en zone tropicale, ça a pu être géré, et la variole a été éradiquée, hein, depuis 1985, a été éradiquée de toute la planète. Depuis quelque temps, on nous parle de la polio. L'information que j'ai eue, il semble que la polio a été éradiquée. En tout cas, pour ce qui concerne le Sénégal, a été éradiquée au Sénégal. La polio. Bon, donc c'est pour vous dire que le vaccin, en situation d'épidémie, le recours du vaccin est la seule arme pour nous protéger. Et ça, il faut aussi qu'on le comprenne. Alors, donc, ici, vous voyez, c'est bon. J'ai encore quelque chose? Oui. Hein? Mais je vous laisserai à moins le quart. Hein? Hein?
Oui, je sais. C'est du vecteur jusqu'à l'unité. On va enchaîner du vecteur jusqu'à l'unité. Oui. Moi, j'ai été faire les actions. De 11h à 14h, j'ai dit de vous laisser à 11h moins le quart. Hein? C'est pas votre idée. Mais il faut qu'on souffle un peu. Hein, il faut qu'on souffle un peu. Alors si moi je me mets dans cette dynamique, c'est pas... On a une petite pression. On a une petite pression. Hein? Alors ici, donc les virus mortels, ces virus mortels, vous les voyez ici, le virus de la rage, le virus de la variole à l'époque, le virus de la variole, vous voyez, tout ça, ça tue. Ça tue. Ça tue, et voilà. Ensuite, regardez, tétanos. Jusqu'au moment où je parle encore, ça tue. Et pourtant, il y a le vaccin. Je ne peux pas vous dire pourquoi les gens ne se vaccinent pas. Mais ça tue, hein. Le tétanos tue encore. Pourtant, il y a le vaccin. Alors, ici, vous avez Plasmodium. Bon, là encore, si on avait mis les moyens qu'on a mis sur Corona, hein, le paléo a disparu. Mais comme ça ne concerne pas l'Europe, les États-Unis, hein, bon, on va laisser mourir. Mais c'est aux Africains maintenant de s'investir pour faire cette recherche-là. Mais regardez les moyens. En quelques mois, on a mis Corona. Quelques mois. Parce que le monde a peur. Avec le gros moyen que les Américains ont mis, que les Européens n'ont. Si aujourd'hui, je vous assure, hein, les Américains ont mis combien 3 000 milliards de dollars pour le vaccin. Donc que les gens ne s'étonnent pas qu'ils ont demandé à ceux qui ont donné, ce seront les premiers services. Vous comprenez? Donc ça n'a pas plu, mais bon, mais c'est comme ça. Puisque les Européens n'ont pas investi beaucoup d'argent, ils n'ont pas investi de l'argent. Hein. Tout ce que vous voyez, Pfizer, AstraZeneca, tout ça, c'est les Américains. Même s'il y a certains vaccins qui sont faits en Grande-Bretagne, mais il faut dire que les firmes américaines ont collaboré, par exemple, avec l'Allemagne, hein, pour mettre au point, mais avec beaucoup d'argent. Alors, donc si on avait mis les mêmes moyens pour le palu, en sachant que les palus tuent beaucoup de personnes dans les zones tropicales, probablement le palu aurait disparu, hein, de la planète. Hein. Ensuite, vous avez des maladies mortelles, ici comme les schistosomes, les filaires. Ici, par exemple, vous avez la phylore onchocertienne, hein, qui tue. Hein. Ensuite, les schistosomes, ces schistosomes aussi tuent. Mais en réalité, on dit mortel. Mais en fait, c'est une pathologie c'est un parasite qui rend invalidant et incapacitant les sujets qui sont en tête. C'est-à-dire que leur capacité de travail diminue. Oui, mais dans le temps, il peut, à long terme, il peut, mais ils sont invalidants. Ils n'ont pas l'énergie, quand ils sont atteints, ils n'ont pas l'énergie de travail. Donc ça diminue leur capacité de travail, les schistosomes. Au Sénégal, vous avez les deux. Vous avez Schistosoma hematobium et Schistosoma mannsoni. Il y a que quelques années, c'était Schistosoma hematobium dans le nord. Mais depuis l'installation du barrage de Diamant, Schistosoma mannsoni a supplanté Schistosoma hematobium. Supplanté, hein, c'est-à-dire est devenu majoritaire dans le nord. Mais là encore, pour le Sénégal qui se dit émergent,
voyez, il faut qu'on règle le problème dans le nord. Il faut qu'on règle le problème dans le nord. Vous savez, si on veut vraiment qu'on avance réellement, il y a des pathologies là qu'il faut qu'on règle. Pourquoi? Et pourtant, ce que je dis, il faut que les gens aussi du nord, même si nous avons, nous, des parents qui viennent de Saint-Louis, mais je dis, il faut qu'on règle ce problème. Pourquoi? Parce que ces gens qui en sont atteints, c'est parce qu'ils vont chercher l'eau dans la mare, en plus Sénégal. Ensuite, il y en a beaucoup qui n'ont pas de latrine. Et puisqu'ils n'ont pas de latrine, ils vont déféquer dans la nature. Ça encourage encore la transmission. L'eau du Sénégal, l'eau de Dakar, quand vous ouvrez votre robinet, il vient d'où? Du lac de Guéhère, du nord. Et on prive les gens de ne pas pouvoir les installer des systèmes d'adduction d'eau pour qu'ils n'aillent pas dans le fleuve. Vous voyez la stupidité? L'eau qui vient du lac fait plus de 200 km. Vous ouvrez le robinet, nous le consommons à Dakar. Et maintenant, ceux qui sont à côté, on ne fait pas un programme pour créer un système d'adduction d'eau. Je dis aussi, il faut que les politiciens du Nord aussi s'imaginent cette situation-là. Et une fois qu'on a réglé ce problème, on a fait un grand pas. Donc les gens n'iront pas chercher l'eau là-bas. On a même eu des bébés qui ont été contaminés par schizosome. Parce que quand l'eau est prélevée, on leur prend le bain. En leur faisant le bain, vous les mettez dans l'eau, le cercueil vont traverser par voie transcutanée, il pénètre, puisqu'il est dans l'eau. Vous le lavez dans la bassine, par voie transcutanée, ils ont des cisailles, ils vont pénétrer, et voilà que les enfants sont contaminés. Les bébés, ils ne sont même pas allés dans la mare, mais on récupère l'eau, donc ils sont contaminés. Ensuite, le système d'adduction, les latrines. Les latrines. Regardez ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est une observation globale. Il y a des ONG qui se sont investis au Sénégal pour construire des latrines. Il faut aller en Casamance pour voir. Dans beaucoup de villages, ils ont installé des latrines. Un peu partout, pour éviter les gens d'aller déféquer dans la nature. Quelqu'un disait, le sous-développement de l'Afrique se voit déjà par ce type de comportement. On ne peut pas laisser les gens aller déféquer dans la nature. Donc, ils ont bien développé le système des latrines dans les villages, mais quand vous regardez ces latrines qui sont construites, c'est vraiment déjà quelque chose. J'ai même vu une latrine donnée par une ONG, je ne sais pas, qui vient des États-Unis. Je pense que vous ne verrez pas, c'est un kit. Mais si vous voyez ce kit, vous avez l'impression que ça doit être installé dans un tube 5 étoiles. Tellement que c'est bien fait. Je me suis posé la question, d'ailleurs, comment ça a atterri ici? On me dit que c'était une ONG américaine qui les a amenés et qui les a installés dans certaines localités villageoises. Mais des latrines avec tout un kit porte qui ne s'oxydera pas, ça c'est à vie. Quand je vois ce truc, c'est à vie. Entretien ou pas, quand vous voyez la conception, il n'y aura pas de rouille, il n'y a pas de truc. Maintenant, je dis pourquoi ce que je dis là, on ne peut pas le faire dans le Nord. Ensuite, il y a autre chose. Autre chose, c'est quoi? Les Chinois ont tenté, quand il y avait bilharziose chez eux, pour régler le problème, ils sont allés chercher le vecteur. Vous savez qu'ils sont nombreux. Alors ils vont dans les localités où il y a le vecteur. C'est des gastropodes, c'est un mollusque.
Escargot. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ils vont ramasser les escargots. On fait une séance, ensuite on revient, on ramasse les escargots. Puisqu'il n'y aura plus d'escargots, il n'y aura pas de contamination. Alors pourquoi dans le Nord? Parce qu'il y avait l'ère Ouad où ils faisaient ce qu'on appelait les vacances citoyennes. Pourquoi les jeunes du Nord, au lieu d'aller faire de la bamboula, vous savez ce que je veux dire? Parce que c'est des lieux où des jeunes se rencontrent. Nous disons quoi tu chantes? Ma dégg ngeen wala? Xam nga lu ko ci xam dem na yaay laaj seen yaay non mais même si vous êtes là vous verrez, on vous dira, ceux qui comprennent vont savoir. Bon, alors, donc, ils cherchent, je vais vous laisser avec. Alors, donc, au lieu de s'intéresser à ce que je vous dis, retenez ce que je suis en train de vous dire. Les vacances citoyennes, si c'était bien organisé, qu'est-ce que ça nécessite? Râteau, pelle, botte, seau. Et puis, en sachant qu'on va stocker ces escargots à un endroit. On met le feu et on les tue. Mettez l'essence, on les brûle. C'est terminé. Mais ce que je dis là, est-ce que ça vaut des milliards? Quelles conséquences? Vous avez créé une lutte sur la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire de quoi? Les escargots. Ils ont dans quoi? Voilà. Les escargots, non. Dans la chaîne. Vous parlez de la chaîne alimentaire. Ici, ce que je vous dis de façon claire, les escargots attaquent les récoltes, première chose. Donc ils se nourrissent de végétaux. C'est-à-dire s'il y a des pieds de maïs, ils vont manger des feuilles. Mais parce que ils ont une rampe, ils les mangent, ils se nourrissent des végétaux. Non. Mais les escargots se nourrissent de l'herbe. Parce que quand on fait mêler les herbes ici, ils vont attaquer ceux qui sont en place. Oui, et en place, il y a les cultures qui sont mises là. Donc, aussi, il faut des dégâts au niveau des cultures. Ce n'est pas simplement le vecteur lui-même, comme agent vecteur, mais aussi des récoltes. Des récoltes, c'est-à-dire ces végétaux-là qui sont debout, il faut s'attaquer à tout ce qui est végétal dans le secteur. Mais ça aura l'avantage parce qu'il faut régler un problème pathologique. Il faut régler un problème pathologique. Le problème pathologique, c'est quoi? C'est-à-dire de réduire la souffrance que les gens ont sur le plan santé. Donc, cette chaîne alimentaire dont vous parlez, il n'y en a pas qui se... Je vous dis que si les Sénégalais ne mangent pas d'escargots. Alors que dans d'autres pays, si vous allez, ils mangent des escargots. Oui, donc c'est une espèce nuisible. C'est ce côté nuisible-là que vous devez aussi voir. C'est une espèce nuisible, mais nuisible d'abord au niveau de l'environnement, mais aussi nuisible pour l'homme. Parce qu'il fait partie des vecteurs bilharzioses. Parce qu'après, il va libérer ses cercaires, et ces cercaires dans l'eau, si vous allez tremper vos pieds dedans, alors ils vont pénétrer les fibres cercaires, ils vont transférer par voie sous-cutanée, maintenant pour vous infecter. Donc c'est une espèce nuisible. Voilà, retenez-le, c'est une espèce nuisible, il s'attaque aux récoltes, mais aussi en fait il fait des dégâts sur le plan santé humaine. Donc c'est une espèce nuisible. Est-ce qu'on va garder une espèce nuisible sous prétexte que
de la chaîne alimentaire. Ici, il n'y a pas d'éléments qui permettent à d'autres de se nourrir. C'est pas comme les insectes. Alors, il n'y a pas d'autres éléments qui se nourrissent de ces escargots. Oui, même s'il y a d'autres éléments comme par exemple les rongeurs aussi sont nuisibles. Vous comprenez? Il n'y a aucun problème. Hein? Alors, non, je réponds à sa question. Hein, parce qu'il pose une question sur laquelle il faut qu'on réponde. Hein, je veux simplement lui clarifier que les dégâts qui sont occasionnés par les escargots sont beaucoup plus importants que le bénéfice. Oui, il n'y a pas de bénéfices qui sont considérés comme des espèces nuisibles. Si vous vous considérez comme des espèces nuisibles, alors ça c'est pas moi qui invente, c'est que dans le temps, de tout temps, l'homme s'est souvent investi pour détruire les nuisibles. Donc c'est souvent insuffisant. Donc c'est pas dans le cas par exemple où si vous prenez les insectes, je donne un exemple, si vous prenez les insectes, si vous supprimez une catégorie d'insectes, vous avez une pullulation de l'eau. Vous comprenez? C'est parce que pendant un certain temps, on n'a pas compris qu'il y a un lien entre ça et ça. Vous comprenez? Ça se voit au niveau de l'océan. Si vous capturez un grand nombre de poissons en sachant que ces poissons-là n'ont pas encore de prédateurs, vous laissez proliférer des prédateurs qui font que le déséquilibre s'installe. Ils vont, après, s'ils n'ont pas à se nourrir sur ce type de poissons, là, ils vont s'attaquer à d'autres, qui sont de niveau beaucoup plus intéressant que ceux qui se nourrissent. Donc il y a une relation de chaîne alimentaire, c'est vrai, mais il faut retenir que dans le nuisible, il faut considérer le bénéfice que cela peut apporter dans la communauté. Surtout le bénéfice. Il n'y a pas de relation particulière au niveau des escargots. J'ai même observé, c'est pas simplement un an, si vous allez aussi en Casamance, depuis quelque temps, j'ai observé aussi, dans certaines localités, une pullulation d'escargots. On ne sait pas à quoi c'est dû. Pullulation. Donc, pourquoi il y a une pullulation? Parce que, ce que je vous dis, je vais bien regarder, il s'attaque maintenant aux récoltes, aux jeunes pousses. En s'attaquant aux jeunes pousses, ça va faire baisser le niveau des récoltes. Mais les gens ne savent pas comment faire. Peut-être, moi je dis, je prie le bon Dieu, que hématobium n'arrive pas dans la zone. Si le vecteur est bien le vecteur comme Bilinus ou Biopalaria pour Schistosoma mansoni, Bilinus comme pour hématobium, si je souhaite que ça ne soit pas le vecteur, ce que j'ai vu là, hein, que ça ne soit pas le vecteur, mais si les conditions sont réunies et que ces pathologies-là arrivent, ouais, quel danger les gens vont courir. Parce que dans les rizières, par exemple en Casamance, il y a tellement de rizières que si ces escargots-là arrivaient dans la zone, il y avait un danger. Pourquoi c'est nuisible? Je vais vous dire, j'ai eu un étudiant qui est allé aux États-Unis, qui a envie de pisser. Alors, il voit une rivière où les bateaux regardent. Alors, il arrive, donc il a envie de pisser. Mais les agents arrivent. Ils le verbalisent. Pourquoi? Mais parce qu'on ne sait pas ce qu'il a libéré dans l'urine. Ensuite, s'il y a le vecteur hématobième et autres, dans le temps, vous avez bien vu que si vous allez dans le quai de la Seine, les jeunes se mettent sur le bord de la quai et mettent le pied dans l'eau.
Si à les cercaires, ils ont mis le pied dans l'eau. Vous allez voir qu'ils n'ont même pas foutu le pied en Afrique. Et voilà, on dit, on cherche, on voit qu'ils ont ématricule. Et voilà, ça y est, l'évasion est faite dans la zone à cause de cette situation négligente que le visiteur est venu parce qu'il avait envie de pisser. Donc il pisse le truc. Donc s'il avait dans ses urines la chose et qu'il y avait le vecteur, la contamination est vite faite. Parce que si l'individu s'hasardait, comme ils aiment par période de chaleur, tremper le pied dans l'eau de taille, on l'a vu sur le quai de la Seine, donc ils trempent l'eau dans la douche pour tuer le temps. Mais si dans cette zone-là, il y a eu cette négligence-là, la contamination est faite, alors qu'ils n'ont pas foutu pied en Afrique. Et puis, ça y est, l'élément c'est... Vous voyez, donc, c'est pour vous dire que quelque part, il faut qu'on fasse très attention sur... Ici, il n'y a pas un problème de déséquilibre, il y a simplement un surplus alimentaire sur lequel ces escargots se nourrissent. Et ils deviennent nuisibles parce qu'ils s'attaquent à ce qui nous permet de nous nourrir. Par exemple, si c'est le mil, si c'est le sorgho, si c'est tout ce qui... la salade, tout ça, c'est pour ces raisons. La salade ou les choux, c'est pour ça qu'on est obligé, ils sont obligés de pulvériser pour faire ces répulsifs contre ces escargots. Et ces répulsifs, ces insecticides sont dangereux aussi pour nous. Parce que quand vous allez prendre votre salade, si vous ne vous lavez pas avec soin, vous allez prendre un peu de pesticides. D'ailleurs, vous voyez ici dans la zone, ici des Niayes, mais les salades, les choux, tout ça, sont pompés avec les pesticides pour tuer les nuisibles, pour empêcher les nuisibles de venir. Les nuisibles de venir. Mais ça, c'est pour les nuisibles. Mais l'escargot fait partie de ces nuisibles. S'ils avaient un facteur intéressant qu'ils devaient apporter à la communauté, il n'y avait aucun problème. Mais puisqu'on considère que c'est des insectes, des mollusques ravageurs, parce que c'est ça, on les a étiquetés comme des mollusques ravageurs de culture. Puisque c'est des mollusques ravageurs de culture, donc on ne va pas les laisser s'occuper, abîmer notre habillement, et puis nous empêcher d'avoir de bonnes salades ou de belles choses. Hein? Mais je comprends votre inquiétude, mais il y a là aucune inquiétude à ce niveau. Ok? Voilà, allez.